Le col Dyatlov, dans le nord de l'Oural, est l'un des endroits les plus mystérieux de Russie. En 1959, une tragédie inexplicable y a coûté la vie à 9 touristes. Cependant, peu de gens savent que des événements étranges et effrayants ont continué à se produire dans cette région pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 histoires réelles et encore inexpliquées de disparitions et de morts mystérieuses de personnes qui se sont rendues au col Dyatlov pour des raisons tout à fait ordinaires. Certains voulaient faire des photos, d'autres accomplissaient une mission professionnelle, d'autres encore étudiaient la nature locale. Chacun d'entre eux a été confronté à l'inexplicable, et aucun de ces cas n'a encore trouvé d'explication rationnelle. Que se passe-t-il réellement dans la région du col Dyatlov? En janvier 1993, un groupe de 3 amis, Pavel Meleov, 28 ans, Anastasia, Nastia Gousseva et Anton Sokolov, âgé de 31 ans, se sont rendus au col Dyatlov afin de combiner une excursion passionnante avec une séance de photographie nocturne de paysages lunaires rares. Tous 3 étaient amateurs de randonnées hivernales, vivaient à Ekaterinbourg et connaissaient l'histoire tragique liée à cet endroit, mais n'étaient pas attirés par le mysticisme. Ils voulaient simplement immortaliser sur pellicule la beauté des montagnes enneigées du nord de l'Oural, au clair de lune, et tester leurs limites dans des conditions difficiles. Chacun d'entre eux avait déjà fait des randonnées hivernales, savait monter une tente et allumer un feu par des températures négatives. Pavel, le leader informel du groupe, était professeur de physique et passionné d'astronomie depuis son enfance. Il avait remarqué à plusieurs reprises que la Lune était très haute dans cette région en hiver et pensait que, dans certaines conditions météorologiques, il était possible de prendre de magnifiques photos. Nastia Gousseva était en dernière année de licence de philologie, mais elle était passionnée par le folklore et les légendes. Elle aimait collecter des contes sur différents endroits de l'Oural, même si elle ne croyait pas au mysticisme. Anton Sokolov, ingénieur électricien de profession, savait réparer même les radios et les téléphones portables les plus complexes, dans la mesure où ils pouvaient être utilisés à l'époque. Mais il soutenait surtout ses amis dans leurs expéditions grâce à ses talents de skieur presque professionnel. L'idée même de se rendre au col Dyatlov en janvier semblait un peu excentrique, mais les jeunes avaient tout prévu. Ils comptaient trouver un endroit confortable sur la pente pour passer la nuit avec leurs appareils photo et immortaliser les paysages lunaires et les nuages. Ils sont arrivés dans la région du col Dyatlov le 22 janvier, après avoir laissé leur voiture dans l'un des villages en contrebas et convenu de revenir dans environ 5 jours. Cette région est bien connue pour les événements tragiques de 1959, mais elle attire également les amateurs de sports extrêmes pour ses itinéraires hivernaux. À cette période, le temps était rude, mais pas extrêmement froid, avec environ moins 15 degrés la nuit. D'après les dernières notes dans les journaux, le groupe a réussi la première partie du trajet et a installé son campement à une altitude suffisante pour éviter les vents violents. Pendant environ 3 jours, ils se sont adaptés et ont effectué des sorties radiales. D'après les notes de Nastia, le temps est supportable, le vent est faible, le ciel nocturne est d'une clarté saisissante, la lune est vraiment brillante. Leur dernière nuit sur la route est arrivée comme prévu. Le 25 janvier, ils voulaient monter un peu plus près du col, installer leur tente, puis, dans la nuit du 26, prendre toute une série de photos au clair de lune. Dans son journal, Pavel mentionne « Je suis surpris de voir que la lune est exceptionnellement grande aujourd'hui et qu'elle émet une lumière particulière. C'est peut-être un effet optique dû aux cristaux de glace dans l'air. » Il est également noté qu'avant la nuit,
ils ont remarqué un comportement étrange chez les animaux de la forêt. Nous avons de nouveau vu des traces de gloutons, mais à un moment donné, tout semblait s'être tu. Les derniers mots de Nastia dans ses notes, « J'ai l'impression que quelque chose nous empêche d'avancer, tout est étrangement calme, comme si la forêt retenait son souffle. » Le lendemain, le 26 janvier, lorsque le groupe n'a pas donné signe de vie, même s'il était prévu qu'ils ne puissent pas communiquer en raison de l'absence de liaison radio, personne ne s'est encore inquiété. Mais le 28 janvier, lorsqu'ils ne sont pas apparus en bas, les touristes qui les connaissaient et les parents d'Anton ont commencé à s'inquiéter. Des personnes connaissant bien la région se sont rendues en motoneige à l'emplacement présumé du campement. Vers midi, ils ont trouvé la tente, située dans un endroit relativement abrité sur une pente menant au col. Un petit sapin et des buissons la protégeaient du vent, de sorte qu'il n'y avait pas de congère. Cependant, les jeunes n'étaient pas à l'intérieur. Lorsque les sauveteurs, à l'époque, il s'agissait de volontaires et de 2 membres de l'équipe de Yegurt, ont jeté un œil à l'intérieur, tout était en ordre. Les sacs de couchage, les vêtements chauds, les réserves de nourriture et les appareils photo, à l'exception des pellicules. Apparemment, personne n'était pressé de quitter le camp. Pourquoi auraient-ils abandonné leurs vêtements chauds dans le froid? Ils n'ont remarqué aucune trace de lutte ou de fuite précipitée. La fermeture éclair de la tente était soigneusement fermée. Les affaires n'étaient pas éparpillées. Les empreintes de pas dans la neige avaient donc été partiellement recouvertes, mais rien n'indiquait où les gens étaient partis. L'idée leur était venue qu'ils étaient partis faire des photos de nuit. Peut-être que quelque chose s'était déjà passé en chemin. Au cours de la journée, l'équipe de recherche a commencé à élargir son périmètre de recherche, à la recherche du moindre indice. À environ 1 kilomètre à l'ouest du camp, les sauveteurs sont tombés par hasard sur un groupe de bâtons de ski et des tuskis eux-mêmes, plantés verticalement dans la neige, comme si quelqu'un les avait délibérément enfoncés là. Une fois de plus, il n'y avait aucune trace autour, pas de vêtements ni de sac à dos, seulement ces skis et ces bâtons. Les chiens qui accompagnaient dans les sauveteurs ont perdu la piste après quelques 2 mètres. Peut-être que le vent l'avait dispersé, même si le temps était encore calme ce jour-là. Tout semblait tellement illogique que les premiers qui ont vu la scène n'ont pas pu l'expliquer. 3 personnes ne pouvaient pas quitter le campement en silence, laisser leurs vêtements chauds et ne pas prendre leurs skis. Mais le fait est là, les bâtons et les skis sont plantés dans la neige à 1 kilomètre et eux ont disparu sans laisser de traces. La fouille de la clairière voisine n'a pas non plus permis de trouver de traces de leurs pas. Les traces ont soudainement disparu au milieu de la neige lisse, comme l'ont déclaré plus tard les participants aux des recherches. Il n'y avait pas de ravin caché, de précipice ou de lac où ils auraient pu tomber. Par la suite, les équipes de secours officielles, mobilisées par les autorités, ont passé 1 semaine à fouiller chaque mètre carré du territoire environnant. Les conditions météorologiques ont en partie compliqué la tâche. Il y a eu de faibles chutes de neige et du vent, mais aucune tempête catastrophique. Techniquement parlant, il est extrêmement difficile de perdre 3 personnes dans une telle région sans laisser la moindre trace. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les notes laissées dans la tente indiquaient que le soir du 25 janvier, ils avaient admiré une lune magnifique et écrit qu'il régnait un grand silence dans la forêt. L'histoire a rapidement pris des allures de légende. Beaucoup ont entendu parler de la disparition de 3 étudiants au col Dyatlov en 1959. Et même si l'endroit est différent, le nom col Dyatlov a toujours une réputation entachée. Ici aussi, il n'y a aucune explication à la disparition soudaine de ces personnes par temps clair. Il n'y a aucun signe de dispersion ou de panique. Les affaires sont soigneusement rangées. Il y a des vêtements chauds et les touristes sont partis sans leurs skis, les laissant plantés dans la neige.
Cela semble illogique, car il est difficile et froid de marcher dans la neige profonde sans ski. L'enquête a cherché à savoir s'il y avait eu des conflits au sein du groupe. Non, ils étaient amis. Y avait-il des personnes étrangères dans les environs? Il semble que non. Et des animaux sauvages? Aucune trace, pas de sang, pas de lambeaux de vêtements. À l'issue des recherches, personne n'a été retrouvé, et le rapport officiel indique « portée disparue, cause indéterminée ». L'histoire de la disparition de 3 étudiants près du col Dyatlov en 1993, qui peut sembler être une invention folle, a néanmoins été documentée par la police. L'hiver, une forêt calme, la lune, un silence mystérieux, et le lendemain matin, une tente vide et personne ne sait où sont passés les jeunes. Les skis et les bâtons sont soigneusement rangés à 1 kilomètre de là, et les traces disparaissent soudainement, comme si elles avaient été effacées. Les proches ont cherché des réponses dans les larmes, mais aucune théorie, accident, prédateur, enlèvement, n'a été confirmée par des éléments concrets. Les amateurs de mystère ont repris cet épisode comme preuve que cette région pouvait cacher quelque chose d'inexplicable, héritant ainsi de la mauvaise réputation de Dyatlov dans la culture des disparitions. De nombreuses années ont passé, mais les traces des 3 jeunes amateurs de photographie nocturne n'ont jamais été retrouvées. À l'automne 1996, le nord de l'Oural était déjà recouvert des premières gelées, et tout le monde savait que l'arrivée prochaine de l'hiver rendrait les montagnes et les cols locaux pratiquement inaccessibles aux touristes ordinaires. Rare était l'homme de ceux qui osèrent de s'aventurer dans ces contrées puis à cette époque, mais les services aériens continuaient néanmoins d'effectuer quelques vols de reconnaissance. Il fallait surveiller les conditions météorologiques, contrôler le givrage et rester en alerte en cas d'urgence dans les zones difficiles d'accès. L'un de ces pilotes, travaillant sous contrat avec les services régionaux d'urgence, était Valéry Chouvalov, 39 ans. Pilote expérimenté, il avait un bon palmarès de vol en montagne. Né dans une famille de militaires, il rêvait du ciel depuis son enfance, avait terminé l'école de pilotage et volait depuis de nombreuses années sur des hélicoptères Mi-2 et Mi-8. Ces dernières années, il avait participé à diverses opérations de recherche et de sauvetage et connaissait bien le relief de l'Oural. Au début du mois d'octobre 1996, il a reçu pour mission d'effectuer un vol de reconnaissance dans la région du col Dyatlov. Officiellement, il devait vérifier l'état des sentiers de montagne, des éboulis rocheux et les éventuelles anomalies météorologiques. À ce moment-là, le temps était relativement stable, avec des vents modérés et aucune précipitation prévue. Chouvalov a décollé de l'aérodrome d'Ivdel dans la première moitié de la journée du 3 octobre. Il était seul à bord, avec son réservoir de carburant et son appareil photo pour immortaliser les pentes verglacées. Il n'y avait ni copilote ni mécanicien, ce qui était courant pour les vols de patrouille courts. Le contrôleur aérien, qui était de rester en contact avec Valéry, a noté que celui-ci se comportait normalement. Il a posé des questions précises sur les conditions météorologiques et s'apprêtait à effectuer quelques tours au-dessus du col avant de revenir. Vers 10h15, le pilote a signalé « J'approche du col Dyatlov. Il y a un peu de vent latéral, mais la maniabilité est normale. » Quelques minutes plus tard, Valéry a repris contact, disant qu'il voyait quelque chose d'étrange au sol, comme une tache blanche ou un reflet. Je ne comprends pas. Le contrôleur a tenté de le rappeler, mais sans réponse. Ce jour-là, le temps était stable au col, sans tempête violente. On a tout de suite pensé qu'il s'était passé quelque chose d'imprévu, que l'hélicoptère s'était peut-être écrasé ou avait dû atterrir en urgence.
une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Un autre appareil a été envoyé, mais pendant toute la journée, on n'a trouvé ni fumée ni débris. L'équipe de sauvetage a atterri au pied du col et a tenté de contourner le col et ses environs à bord de véhicules tout-terrain. En vain. Le lendemain, une équipe plus importante a été mobilisée pour ratisser la zone dans un rayon de plusieurs kilomètres, en se basant sur l'itinéraire présumé de Chouvalov. Cependant, aucune trace visible de l'accident n'a été trouvée. Tout semblait calme et désert. Les jours passaient, le froid automnal s'intensifiait. Les gens se creusaient la tête. S'il s'était écrasé, il y aurait des débris, de la fumée, un incendie. S'il avait atterri, il aurait sûrement donné signe de vie. Finalement, toute l'opération prit une ampleur considérable. 6 ou 7 jours après la disparition, les bénévoles et les sauveteurs commencèrent à comprendre que, dans le brouillard, cela ressemblait déjà à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les montagnes et les forêts s'étendaient sur des kilomètres, avec de nombreux gorges et massifs denses. Mais un mois plus tard, alors que l'espoir s'évanouissait, un événement vint compliquer encore davantage la situation. L'un des pilotes effectuant un vol pour une autre mission a remarqué un hélicoptère posé dans une clairière près d'un petit lac, à environ 10 km au nord-ouest du col. Cet endroit avait déjà été fouillé, mais pas très minutieusement, car on pensait que si l'appareil avait atterri là, les traces auraient été évidentes. Et en effet, vu du ciel, l'hélicoptère semblait intact, les pales n'étaient pas endommagées et le train d'atterrissage était droit. Aucun signe d'atterrissage d'urgence. Le sol était plat, il n'y avait ni bosse ni trace de carburant sur l'herbe. Une équipe de sauveteurs a immédiatement été envoyée sur place. En s'approchant de l'appareil, ils ont constaté que la cabine était vide. Les portes étaient fermées, mais pas verrouillées. À l'intérieur, tout semblait calme. Le tableau de bord était éteint, à l'exception de la radio, qui était allumée, comme si une tentative de communication n'avait pas abouti. Dans la cabine se trouvait l'appareil photo de Chouvalov, un zénith ordinaire, d'après la description, soigneusement rangé sur le siège. Il n'y avait aucun signe de lutte ni de bosse, aucun document ni carte de navigation. Le pilote lui-même avait disparu sans laisser de traces. Après avoir inspecté l'hélicoptère en détail, les experts ont constaté qu'il restait encore du carburant. Qu'est-ce que cela signifie? On ne sait pas. Peut-être que Valérie s'est posée ici délibérément. Mais pourquoi? L'hélicoptère ne présente aucune blessure, ni panne. Même les roues du train d'atterrissage sont intactes. S'il avait l'intention de quitter l'appareil, pourquoi n'a-t-il appelé personne? Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas communiqué par radio, puisque celle-ci était allumée? Au sol, il n'y avait aucune empreinte ni trace, seulement de l'herbe rase. Les chiens ont tourné en rond pour essayer de retrouver la trace du pilote, mais selon les cynologues, l'odeur était ancienne et se dissipait rapidement dans la fraîcheur automnale. D'autant plus qu'un mois s'était déjà écoulé. Il se trouve que la voiture a été retrouvée intacte, mais l'homme avait disparu dans une direction totalement inconnue. Les responsables de l'opération de sauvetage ont décidé de passer à nouveau au peigne fin la forêt et les collines, autour de la clairière, comme ils l'avaient déjà fait au col. Et encore une fois, rien. Pas le moindre vêtement, pas de chaussures, pas de chariot avec des outils. Une question logique se posait: où était passée Valérie Chouvalov? S'il s'était senti mal, il aurait pu rester dans la cabine. Mais il n'y était pas. S'il avait décidé d'aller chercher de l'aide en laissant la radio allumée, pourquoi n'avait-il pas appelé par radio? Selon certaines hypothèses, il aurait pu voir quelque chose, se souvenir de l'étrange chose sur le sol dont il avait parlé au contrôleur avant de disparaître et être sorti pour vérifier. Mais comment survivre sans nourriture ni abri chaud? Et pourquoi revenir? Un habitant de la région, familier de la situation, a indiqué que, parfois, dans l'Oural,
Il y a des légendes selon lesquelles des gens voient quelque chose d'inhabituel et le suivent. Bien sûr, cela relève du mystique, mais le fait est que le pilote aurait pu quitter le cockpit de son plein gré, puisqu'il n'y a aucun signe de combat ou de vol. Cependant, la question de savoir si quelqu'un l'a emmené de force ou non reste sans réponse. Les Rift ont finalement annoncé officiellement que le pilote Valéry Chouvalov était porté disparu, qu'il n'y avait aucune trace de lui et que l'appareil avait été retrouvé sans dommage. Il convient de noter qu'avant de couper la communication radio, Chouvalov a transmis le message suivant : « Je vois quelque chose d'étrange au sol. » Le contrôleur n'a jamais reçu de précision. Il n'est pas exclu que le pilote ait atterri pour examiner l'objet. Mais pourquoi n'est-il pas revenu ? On ne sait pas ce qu'il y avait là-bas. Plus tard, quelques passionnés se sont rendus dans la clairière pour tenter de trouver le moindre indice de cet objet étrange. Mais ils n'ont rien vu d'anormal. Seule l'humidité automnale et un petit ruisseau subsistaient. La police a finalement abandonné les recherches à grande échelle. Les forêts denses de l'Oural rendent difficile la découverte d'un corps si la personne s'est éloignée à pied. En hiver, les traces ont certainement été recouvertes par la neige. L'affaire a donc été classée, le pour pilote disparu, sans signe de violence, présumé mort, mais dans des circonstances inconnues. Les proches de Chouvalov ont insisté pour que les recherches se poursuivent, mais cela s'est avéré trop difficile sur le plan financier et logistique. Diverses rumeurs circulaient. Certains disaient que l'appareil avait été envoyé en mission secrète et que tout cela n'était qu'une mise en scène. Mais ce ne sont que des conjectures. Pourquoi un pilote fiable aurait-il disparu sans ses papiers en abandonnant son hélicoptère avec la radio allumée ? Peu de gens ont envisagé une dépression nerveuse. Chouvalov était connu pour son caractère calme et adorait son travail. Un crime ? Peu probable, car il n'y avait aucune trace de lutte. Certains ont évoqué la région du col Dyatlov et son histoire de phénomènes anormaux. Mais tout cela n'est que conjecture. En mai 2002, Ivan Kartachov, géologue de 44 ans et spécialiste expérimenté originaire d'Ekaterinbourg, s'est rendu dans la région du col Dyatlov avec un objectif scientifique bien précis, prélever des échantillons de sol et de roches pour ses recherches. Il connaissait bien la région. Il avait déjà participé à plusieurs expéditions dans le nord de l'Oural et s'était rendu à plusieurs reprises près de ce col tristement célèbre. Ivan ne croyait ni au mysticisme ni aux rumeurs. Il s'intéressait exclusivement à la géologie et aux minéraux rares qui, selon lui, pouvaient y se trouver dans cette région. Après avoir pris son sac à dos et ses outils, un marteau, une pelle, des tubes A et C, il partit en 4x4 vers le point de départ de son itinéraire, prévoyant de passer environ 2 semaines dans les montagnes, en respectant strictement son programme et en restant en contact avec ses collègues par téléphone satellite, car il n'y avait aucun autre moyen de communication dans cette région. Tout a commencé à sembler anormal lorsqu'au bout d'1 semaine, il a cessé d'envoyer ses rapports réguliers. Jusque-là, il donnait régulièrement de ses nouvelles, 1 fois par jour, envoyant simplement ses coordonnées ou disant « tout va bien ». Mais là, plus rien. Au début, ses amis, ses collègues et ses proches ont pensé à un problème technique. Il pouvait y avoir des problèmes de communication dans les montagnes, et Ivan n'était pas du genre à faire une erreur aussi bête. Mais quand il ne s'est pas présenté au rendez-vous à l'heure prévue, l'inquiétude a commencé à monter. Une équipe de secours s'est rapidement formée, des personnes connaissant bien l'Oural, des employés du ministère des situations d'urgence, des touristes bénévoles. Ils ont essayé de le retrouver à partir des dernières coordonnées transmises par Ivan.
Il s'agissait d'une zone boisée, relativement calme, au pied d'une chaîne de montagnes. C'est là qu'ils ont découvert le premier campement. La tente d'Ivan était encore debout, avec une partie des provisions, une gamelle de camping, quelques effets personnels, mais les instruments géologiques, marteaux, conteneurs pour échantillons, pelles, avaient disparu. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun désordre, comme si l'homme avait quitté le campement à la hâte en laissant une partie de son équipement. Selon les suppositions du ministère des Situations d'urgence, il était parti plus loin, peut-être pour un jour ou deux. Nous avons fait le tour du campement, en criant et en cherchant, mais sans résultat. Le temps était clément, même si le gel pouvait s'installer pendant la nuit. Ce n'est que quelques 2 jours plus tard, après avoir élargi le périmètre de recherche, que les sauveteurs ont remarqué un rocher inaccessible à 3 km au nord du campement. Les documents du géologue n'indiquaient même pas qu'il prévoyait d'escalader des falaises. Il n'avait pas emporté de matériel d'alpinisme et ne pratiquait pas l'escalade, se considérant plutôt comme un pédologue et lithologue, comme il le disait lui-même en plaisantant. Et pourtant, l'hélicoptère envoyé en reconnaissance a découvert quelque chose d'étrange. Sur un petit sommet, assez abrupt sur 3 côtés, on distinguait la silhouette d'un homme. En regardant de plus près, les pilotes ont réalisé qu'il s'agissait du corps immobile d'une personne. Une équipe de sauveteurs a été envoyée sur place, qui a dû utiliser un équipement d'alpinisme spécial, car il n'y avait ni sentier ni chemin facile pour monter. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet, une scène horrible s'offrit à leurs yeux. Ivan Kartachov était assis là, adossé à la paroi rocheuse froide, les yeux fermés, et sous lui, une petite plateforme de glace et de neige. Son visage n'était pas déformé par la douleur. Il ne semblait pas effrayé. Il avait l'air endormi. Des instruments géologiques étaient bancs éparpillés tout autour. Un marteau, des fragments de tubes à essai, une pelle. Aucune trace de blessure n'a été trouvée. Il ne semblait pas être tombé de haut. Il n'y avait aucun équipement d'alpinisme, aucune corde, rien qui puisse expliquer comment il avait pu grimper là. Il portait les mêmes vêtements que ceux qu'il portait habituellement lors de ses expéditions sur le terrain, mais ceux-ci n'étaient pas adaptés à l'escalade d'une paroi abrupte. L'examen médical sur place n'a révélé aucun signe évident de violence ou de blessure, comme si son corps s'était simplement arrêté de fonctionner. Le corps n'était pas gelé, même s'il faisait frais, mais pas mortel, et ne présentait pas de blessure par arme blanche. Bien sûr, l'expert a ensuite émis l'hypothèse d'un arrêt cardiaque, mais la conclusion est restée vague. La cause du décès est inconnue. Aucun signe de violence n'a été constaté. La situation elle-même a choqué les sauveteurs. Pour arriver là-bas, ils ont passé plusieurs heures à grimper à des cordes solidement fixées, et Ivan s'est retrouvé là, sans équipement visible au milieu de la nuit ou à l'aube. La police a tenté de trouver une explication rationnelle. Certains ont dit qu'il avait peut-être été pris par son enthousiasme pour la géologie, qu'il était parti à la recherche d'un échantillon et qu'il n'avait pas évalué la difficulté du chemin. Mais la falaise est presque à pic et Kartachov n'était pas un amateur de sensations fortes. Les personnes présentes sur les lieux ont convenu qu'il fallait au moins un équipement d'alpiniste de base pour arriver jusqu'ici. De plus, le corps ne présentait aucune blessure, comme s'il avait été téléporté là par hasard. Les outils étaient éparpillés de manière étrange, comme s'il les avait attrapés, avait commencé à faire quelque chose et les avait abandonnés. Les proches d'Ivan étaient désemparés. Tous ceux qui le connaissaient ont déclaré « C'est incroyable ». Ivan ne se serait jamais aventuré seul sur une paroi aussi effrayante, sans équipement de sécurité, et surtout, pourquoi? Quelqu'un pourrait-il imaginer qu'il ait été victime d'un crime, mais il n'y avait aucune autre trace au sommet? Ou bien, confronté à un inconnu, s'est-il enfui dans la panique sans laisser de traces logiques? Difficile à croire.
L'affaire de la mort du géologue Ivan Kartachov en mai 2002 a ainsi rejoint la liste des disparitions, décès anormaux dans la région du col Dyatlov. Techniquement, la région est décaractérisée par des conditions difficiles, mais généralement, les gens ne disparaissent pas de manière aussi inexplicable. Dans son rapport final, la police a déclaré « Mort dans des circonstances inconnues, la version de l'accident n'a pas pu être confirmée. » Bien sûr, personne n'a parlé de paranormal, mais le contexte, à savoir qu'un autre mystère s'était produit dans cette zone tristement célèbre pour les événements de 1959, a involontairement alimenté les discussions. Certains passionnés ont ajouté ce cas à la liste des « analogues de Dyatlov », lorsqu'une personne expérimentée, connaissant bien la région, disparaît sans raison apparente, puis est retrouvée dans un endroit où elle n'avait physiquement aucune chance d'arriver seule, qui plus est de nuit ou au crépuscule. Les théories allégeant de perte de conscience instantanée et enlèvement par des prédateurs. Mais alors, pourquoi le corps est-il intact? A. Crise psychique spontanée, provoquée par un facteur naturel inconnu. Certains ont laissé entendre que des niveaux élevés de radiation ou d'autres anomalies avaient été enregistrés dans la région du col. Quoi qu'il en soit, la famille d'Ivan a organisé ses funérailles, mais ses échantillons et ses notes n'ont malheureusement jamais été analysés. Dans son sac à dos, près du camp, on n'a trouvé qu'une partie de ces notes qui ne faisaient pas mention d'un projet d'ascension de la falaise, mais seulement des plans généraux pour des analyses du sol et des indications sur des endroits où l'on pouvait trouver des minéraux. D'après ces notes, Ivan voulait passer encore un jour ou deux dans la région et revenir le 20 mai. Cherchait-il quelque chose de particulier dans les zones rocheuses supérieures? Cela reste un mystère. Malgré les efforts des sauveteurs et de l'enquête, il n'a pas été possible de comprendre ce qui était arrivé à ces personnes. Le col Dyatlov et ses environs restent l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, où la frontière entre la réalité et l'inconnu devient trop mince. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager votre opinion dans les commentaires. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à ces personnes? Peut-être que votre opinion permettra de faire la lumière sur les secrets du col Dyatlov. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la nature peut être aussi belle que dangereuse.